va essayer aujourd'hui de balayer un peu cette diversité et de voir si on peut en dégager des modèles, sachant que ce qui est souvent mis en avant en matière d'économie circulaire, c'est cette logique de benchmark, de comparaison, de bonnes pratiques, sachant qu'il y a des choses aussi qui sont très associées à des contextes institutionnels, mais aussi territoriaux particuliers. Et c'est justement sur cette diversité de contextes qu'on voudrait mettre l'accent aujourd'hui pour essayer de voir s'il y a des choses réplicables, ce qui peut l'être, ce qui ne peut pas l'être, les écueils que les uns et les autres peuvent rencontrer en matière de mise en œuvre, en matière de gouvernance, sachant que ce qui va être mis en discussion cet après-midi, ce sont les deux challenges principaux qui sont associés à l'économie circulaire. Celui du passage à l'échelle. Comment on passe de cette succession de petites expérimentations, petites initiatives pour quelque chose qui passe à l'échelle, et comment on gère la transition. Donc ça va être ces deux questions-là qui vont guider notre table ronde de cet après-midi. Et pour présenter les éclairages qu'on va avoir dans le cadre de cette table ronde, je vais introduire les différents intervenants qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Alors dans un format qui est, on se connaît, on a déjà pas mal expérimenté ce format dans le cadre de l'école d'été qu'on a pu monter et des travaux qu'on mène ensemble sur cette thématique de l'économie circulaire. Donc, je vais commencer tout de suite à ma droite par présenter Frédéric Métivier du bureau d'études Indigo, qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'économie circulaire, qui a notamment accompagné l'ADEME dans cette démarche et cette méthodologie d'analyse de l'économie circulaire, et qui a notamment un regard un peu transversal sur la mise en œuvre de l'économie circulaire par différentes métropoles, mais pas que des métropoles, par différentes villes, métropoles, mais aussi villes périurbaines et territoires ruraux. Donc c'est à ce titre-là, quand on veut aborder la diversité, que ça sera intéressant d'avoir le regard de Frédéric. Et avec des éclairages ensuite beaucoup plus particuliers sur des métropoles. Et donc à la droite de Frédéric, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Kampelman, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles et qui dirige une chaire de recherche sur économie circulaire et métabolisme urbain. À sa droite, Hortense Mourier, qui est chef de projet sur toutes les questions d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire à la métropole du Grand Paris, avec une compétence forte sur ces questions d'économie circulaire et avec qui nous avons une chaire aussi sur ces sujets. Et enfin, Franck Scherer, qui est professeur à l'Université de Montréal et directeur de l'Institut EDEC, environnement, développement durable et économie circulaire. Alors, pour présenter un peu, pour qu'on ait un panorama des différentes modalités de mise en œuvre de l'économie circulaire, je poserai peut-être la première question à Frédéric, qui a le regard le plus global. Qu'est-ce que tu as pu rencontrer sur les différentes configurations que tu as pu voir dans les travaux de consultants que tu as pu mener? Qu'est-ce que tu as pu voir comme diversité, comme grand modèle de mise en œuvre de l'économie circulaire? Bonjour. Comme l'expliquait Corinne à l'instant, je suis urbaniste et j'ai pu intervenir auprès de l'ADEME sur le territoire national. Je vais peut-être rapidement vous resituer le contexte de notre intervention auprès de l'ADEME. On a entamé il y a 4-5 ans maintenant un accompagnement auprès de territoires lauréats qui ont été retenus justement pour expérimenter cette question de prendre en compte l'économie circulaire dans l'aménagement urbain, avec quelques territoires qui avaient présenté des dossiers auprès de l'ADEME. On avait commencé avec un petit peu moins de 10 territoires qui avaient candidaté, puis on avait retenu 5. Donc ça commençait doucement, le sujet interrogé à l'époque, mais c'était encore pas très mûr. Deuxième saison qui a démarré l'année dernière, mais là on a vu qu'effectivement les territoires commençaient vraiment à s'emparer de la question, avec quasiment 50 candidatures déposées et malheureusement on pouvait accompagner que 5 territoires dans le dispositif.
en contrepartie, il y a un réseau des territoires qui a pu être mis en place et qui a permis à tous de suivre les travaux et les avancées des uns et des autres. Donc voilà pour montrer déjà un petit peu la montée en puissance du sujet. Moi, avant de rentrer dans ce qu'on a pu observer sur les territoires, je voulais simplement réinterroger ce que c'était qu'une stratégie d'économie circulaire. Je vais en profiter au passage pour vous expliquer ce qu'on a pu observer, mais on a ce questionnement. Donc si peut-être on peut passer le premier slide, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, je vous ai remis donc la définition que donne l'ADEME de l'économie circulaire, la définition classique, donc qui se répartit en fait en 3 domaines d'action et 7 piliers. Vous la connaissez sans doute, cette définition, je ne vais pas forcément m'appesantir dessus. Une fois qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans un territoire? Est-ce que pour mettre en œuvre une stratégie d'économie circulaire, il faut cocher tous les piliers, une partie des piliers? On ne sait pas bien finalement comment opérer. Néanmoins, ça donne quand même certains domaines d'action. Les limites en fait de ça, c'est qu'on n'a pas forcément de questionnement clair sur les besoins et sur les limites. On parle effectivement d'augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, c'est la définition de l'ADEME, mais est-ce qu'on parle de réduire nos besoins de consommation? C'est très centré sur les matériaux, ça ne parle pas trop d'eau et d'énergie. Pareil, on évoque pas forcément de manière séparée les ressources renouvelables et les stocks. On ne prend pas en compte non plus l'inscription de l'humain dans son écosystème au sens large, et les questions de santé, par exemple, ne sont pas forcément abordées. Voilà, donc pour aller plus loin, comment on peut faire? C'est vraiment très petit pour vous, je m'en excuse. Je vais simplement vous commenter rapidement les 3 grands principes qui ont été donnés. Donc, ici, on a la conception de l'économie circulaire par la Fondation MacArthur, qui est très intéressante effectivement quand on la compare à l'échelle des territoires. Elle est intéressante dans le sens où elle nous fait prendre de la hauteur et il y a une vraie exigence de résultat là-dedans. Le premier principe, ce qu'on trouve tout en haut de la définition, c'est de préserver et développer le capital naturel, en préservant les stocks de ressources finies et en s'ajustant sur les flux des ressources renouvelables. Donc ça, c'est extrêmement important pour les territoires. Ça veut dire que concrètement, quand on aménage, il va falloir, dès qu'on peut, essayer de dématérialiser les services pour éviter de la consommation de ressources. On va penser par exemple à accompagner les nouveaux modes de travail, en mettant en place par exemple du coworking qui évite de la mobilité. Voilà. Il y a déjà aujourd'hui des solutions qui se mettent en place sur les territoires pour aller dans ce sens-là. Quand on va décider de consommer des ressources parce qu'on en a besoin, on va opter pour des technologies, des procédés qui vont être moins impactants, qui vont avoir un meilleur rendement. Et ça nous dit également, et c'est un enjeu majeur pour tous les territoires, de développer le capital naturel en favorisant la circulation des nutriments au sein du système et en créant les conditions pour la régénération. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, les territoires commencent tout juste à se mettre dedans. Et c'est vrai qu'on est, pour le moment, de la vision globale là, que je peux avoir dans une logique d'optimisation des ressources, donc on verra dans le deuxième niveau, mais on commence juste à s'attaquer à cette question-là. C'est toute la réflexion qu'on peut avoir sur comment on renature les sols, comment on désimperméabilise. C'est des sujets qui sont lourds au niveau de l'urbanisme. On parle de dépollution, on parle de remettre de la vie dans les sols, et souvent, on se heurte dans les projets à des contradictions entre la solution technologique. Je construis un bâtiment, mais c'est super, je mets un jardin en toiture. Ouais. Mais la vie du sol là-dedans, elle n'y est pas forcément. Donc, ce qui est intéressant dans cette définition de stratégie de la Fondation MacArthur, c'est qu'on va plus loin, il faut aller vers de la régénération. Et ça commence à venir. Le deuxième principe, c'est d'optimiser l'utilisation des ressources en favorisant la circulation des produits. Donc, dans l'exemple donné par la Fondation, on parle d'une activité, mais on peut faire le parallèle aussi avec l'aménagement. Ça nous impose, pour le cycle de la matière, d'éco-concevoir les bâtiments et les espaces publics en vue de leur réemploi et de leur recyclage à terme. Donc, penser aussi leur vie sur le long terme. L'éco-conception est vraiment un champ qui décolle depuis plusieurs années. Donc, là-dessus, on commence d'ores et déjà à avoir des résultats, et c'est aussi une source de créativité pour les architectes. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'on doit aussi travailler la question de l'espace public de cette manière-là.
Il y a tout le travail autour des boucles courtes qui permet donc de préserver au maximum l'énergie et le travail investi. Et quand on intervient sur un projet urbain, c'est pas qu'une approche de boucle, l'économie circulaire, on ne tourne pas en rond, c'est beaucoup une approche écosystémique et on touche quand même à la complexité du projet urbain parce qu'on a des boucles qui s'entrechoquent et des fois c'est compliqué dans les arbitrages pour les collectivités. La boucle des déchets, la boucle alimentaire, la boucle de l'énergie, etc. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'acteurs en fait qui gravitent autour de tout ça. Donc c'est compliqué en termes de gouvernance et il faut réussir à faire avancer les choses sur ce plan-là. Et puis c'est aussi le recours aux matériaux d'origine biologique et leur utilisation en cascade. Si on reprend cette définition de la Fondation, si je reprends l'exemple de la dépollution des sols, on peut aussi en faire une richesse économique. Par exemple, la chimie verte commence à s'intéresser de près à ça. Comment on peut dépolluer des sols tout en leur donnant une valeur et en faire des produits utiles pour l'humain. Et dernier principe, avant d'avancer et d'aller sur le travail qu'on a pu faire avec l'ADEME, c'est de créer des conditions propices pour limiter les externalités négatives. Ça encore, c'est un champ dont on commence à s'emparer, mais c'est encore tout récent. Comment on maîtrise nos externalités qui sont liées à l'utilisation des sols qu'on peut faire, à l'air, à l'eau qu'on rejette. La pollution sonore, le rejet de substances toxiques, le changement climatique. Tout ça, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à attraper sur les projets d'aménagement, mais les territoires doivent s'en emparer. Donc, de manière concrète, comment les territoires ont pu avancer dans les différents contextes qui sont les leurs. Donc pour aider à réfléchir à ces questions-là de manière opérationnelle, on a mis au point donc une méthode avec l'ADEME qui donne en fait différents angles d'attaque pour être suffisamment écosystémique finalement dans l'approche. Je vous synthétise les 3 grands angles qui sont là. Donc le premier, c'est de regarder les flux, interroger la question des flux et des stocks. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les territoires. Et là, qu'on soit sur un territoire de métropole ou c'est sur un territoire rural, ça a un vrai intérêt parce qu'on peut reterritorialiser de l'économie. Les élus sont extrêmement sensibles à ce discours-là. Réduire certains flux dont on est dépendant ou alors capitaliser sur des flux qui traversent le territoire pour créer par exemple des activités de transformation, faire monter les entreprises en compétences. Voilà, c'est quelque chose qui parle réellement aux élus et qui a une valeur ajoutée. Donc c'est, je dirais, la porte d'entrée assez classique aujourd'hui des stratégies d'économie circulaire dans les différents territoires. Ça adresse évidemment la question de comment on organise par exemple les flux énergétiques, c'est des sujets montants. Vous n'êtes pas sans savoir, la CLADEM lance une expérimentation sur les quartiers à énergie positive et faible impact carbone. Donc voilà, comment on met en réseau les bâtiments pour mutualiser l'énergie, quel approvisionnement en matériaux on peut mettre en place pour être dans des ressources plus durables. C'est des sujets là qui sont en train de se renforcer au niveau des équipes qui accompagnent les projets urbains au sens général. Le deuxième angle d'attaque, c'est celui des usages. Alors les usages, c'est comment on arrive à mettre en place des nouvelles manières de concevoir le projet urbain. Quand on sait par exemple que 90% des impacts d'un projet se jouent au moment de la conception, on sait qu'on a un levier énorme là-dessus. Donc beaucoup se sont mis sur l'éco-conception, sur comment on arrive à raisonner l'impact des matériaux, de l'énergie et de l'eau. Là encore, je dirais qu'on a encore besoin d'aller plus loin vers des questions de régénération, penser du bâti à biodiversité positive par exemple, à énergie positive, voilà, c'est encore des sujets qui vont nous occuper je pense dans les années à venir. Et cette question des usages, elle questionne la manière de dimensionner aussi nos projets et la programmation qu'on peut en faire. Donc par exemple dans les sujets qui sont de mieux en mieux pris en compte, on voit par exemple que la question d'organisation des stationnements, comment on réinterroge les besoins, on mutualise, on organise du foisonnement sur la journée pour mixer les besoins par exemple du logement ou du tertiaire et d'autres activités.
Ça, c'est quelque chose qui commence à venir, mais c'est quelque chose qui ne suffit pas encore. Parce que le stationnement, on sait très bien qu'à l'avenir, il va évoluer de manière forte. L'évolution des modes de vie sont en train de se faire, et du coup, il va y avoir de moins en moins de place pour la voiture individuelle, le covoiturage, l'autopartage et les services vélos qui montent en puissance. Donc ça, c'est encore un champ de développement hein, pour les métropoles principalement, hein, les territoires très urbains, avec des enjeux de faire le parking du futur et d'accompagner en fait le changement d'usage. À travers ça, on interpelle aussi la question du changement comportemental, et c'est pas facile. C'est un sujet d'accompagnement et de changement de l'usager qui est pas non plus facile à accompagner. Et dernier aspect, donc c'est d'accompagner l'émergence des nouvelles économies. Les villes ne se font plus comme avant. On a des nouveaux modèles qui arrivent déjà avec la baisse des ressources financières hein, des collectivités. Il y a de plus en plus de partenariats qui se mettent en place avec le monde de l'ESS, avec le monde du privé et l'économie de la fonctionnalité qui est en train de monter. Alors, ce troisième pan sur les nouvelles économies, c'est sans doute celui qui est le moins mûr sur les territoires. C'est celui où on a eu le plus de difficultés à travailler parce qu'on est sur des limites juridiques, on est sur un écosystème d'acteurs qui n'est pas facile à travailler. Et voilà, ça impose vraiment de changer nos modes de faire. Voilà, donc à travers ces illustrations, donc je vous ai montré là que on transgresse clairement les modes de gouvernance quand on travaille ces questions d'économie circulaire, et puis on travaille aussi aux différentes échelles. D'où ce dernier schéma qui montre que la mise en forme, il y a un petit problème de mise en page là. Mais voilà, on est forcément multi-échelle quand on travaille sur l'économie circulaire, et on est aussi sur des approches très collaboratives entre les acteurs du territoire. Alors on y reviendra puisque ça c'est le sujet récurrent. Donc merci pour ce panorama qui montre bien le champ des possibles dans les angles, les objets, les modalités d'approche de l'économie circulaire. Est-ce que tu peux illustrer avec quelques exemples ce que tu as pu voir comme modalité de mise en œuvre parmi les plus innovantes ? Pour chacun des angles, voilà, pour nous donner des exemples précis sur des territoires, de choses qui se sont mises en œuvre avant de rentrer un peu plus en détail sur les métropoles qui sont représentées ici. Alors l'exemple de territoire rural qui a fait des choses très intéressantes, qui était un petit peu le petit pousset dans l'AMI avec l'ADEME. Il disait nous on est le territoire rural, on ne sait pas trop ce qu'on va faire en économie circulaire, on est à côté de la grosse métropole de Bâle qui est la deuxième ville la plus riche au monde, qu'est-ce qu'on peut faire ? Finalement, ils ont fait plein de choses. Ils avaient des friches industrielles qu'ils ont pu valoriser en fait sur des usages temporaires. Donc, ils ont pu installer, par exemple, des boutiques de vente en circuit court pour l'agriculture. Ils ont pu commencer à réfléchir à quelles activités de recyclage ils aimeraient implanter dans les friches. Donc, il y a un travail de panorama des friches par rapport à leur contexte urbain, aux possibilités qu'elles offrent, etc. Possibilité de nuisance. Donc voilà, il y a vraiment ce travail sur l'optimisation du foncier qui a été lancé et autour du recyclage également en lien avec l'agglomération de Bâle. On a pu voir par exemple sur des territoires comme Lyon ou sur Paris des bailleurs sociaux qui s'emparent de la question de la déconstruction sélective des bâtiments et qui sont en train de mettre en place toute la filière pour qu'on puisse réemployer, réutiliser. Toute la question des matériaux biosourcés, par exemple, ça interpelle parfois des très petits territoires. La ville de Langouette, par exemple, en Bretagne, a voulu mettre en place une matériothèque pour aider en fait les habitants du village qui souhaitent avoir un projet de construction et ainsi densifier le village à choisir des matériaux qui vont être moins toxiques, moins polluants, plus exemplaires, etc. C'était un challenge pour eux, c'était pas évident. Voilà, c'est quelques exemples, il y en a plein. et dans les réponses à l'appel à manifestation d'intérêt, donc à l'AMI de l'ADEME, c'est essentiellement quel type de territoire en termes de pourcentage, c'est quoi à peu près pour nous donner une idée? C'était quand même plutôt globalement des territoires urbains. Je dirais, allez, un bon 80%, si tu veux des chiffres. Oui, voilà, des ordres de grandeur. Ouais, c'est plutôt les territoires urbains qui s'emparent de la question, plutôt des EPCI quand même, mais...
Peut-être pour, Ah oui, des établissements, des communautés de communes par exemple, ou communautés d'agglomération concrètement, et des métropoles. Voilà, les différentes strates étaient représentées. Et très souvent, ça s'adressait plutôt à des projets, c'est-à-dire j'ai une opération d'aménagement, comment je fais pour prendre en compte les questions d'économie circulaire. Du coup, c'est très intéressant à cette échelle-là, mais on en reparlera après. L'échelle du grand territoire, elle est aussi plus qu'indispensable pour travailler là-dessus. Et on a eu quelques exemples. On a eu le Pays Sud, par exemple, là, qui a répondu cette année. Donc ça, c'est autour d'Embrun-les-Bains, dans les Hautes-Alpes. Ouais, c'est frontalier Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence. Voilà. Et effectivement, eux, leur question, c'était comment j'arrive à gérer la mobilité sur un territoire où il n'y a pas beaucoup de densité, finalement. C'est quoi? Nos flux sont faibles. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre? Et donc on est parti de questions de mobilité pour aller sur des sujets beaucoup plus larges parce qu'ils étaient en train de faire leur SCOT. Et du coup on a parlé d'énergie, on a parlé de gestion de l'eau, on a parlé de l'agriculture. Ils n'avaient pas conscience et les élus sous-estiment en fait le potentiel de l'agriculture sur leur territoire. Voilà, plein de sujets de fond. Schéma de cohérence territoriale. Oui, pardon. Schéma de cohérence territoriale, effectivement. C'est un schéma qui donne le cap, en fait, pour les grandes politiques publiques d'un territoire. Merci Frédéric. Donc là on est sur un panorama avec des mises en œuvre relativement récentes. L'intérêt maintenant, c'est de regarder et de voir ce qu'on peut tirer comme enseignement de mise en œuvre plus ancienne. Et là, je me tourne vers Montréal qui a pour le coup davantage d'antériorité dans la mise en œuvre des stratégies d'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Franck, sur ce qui s'est fait, comment, quels angles, autour de quels objets, enfin un peu de mise en œuvre concrète de l'économie circulaire? Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que Montréal est en avance, parce qu'on est dans un contexte très différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des stratégies qui relèvent l'économie circulaire, qui sont mises en œuvre à Montréal, au Québec, en Amérique du Nord depuis assez longtemps, mais on est dans un contexte quand même très particulier par rapport à la France et à l'Europe, dans la mesure où l'économie circulaire actuellement ne fait pas l'objet de politique publique. Enfin, il y a une déconnexion complète entre l'Amérique du Nord et l'Europe de ce point de vue-là, où ici, c'est au contraire une injonction à l'économie circulaire est très fortement donnée par les gouvernements, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national, avec des projets de loi successifs, etc. Or, le terme d'économie circulaire circule très peu en Amérique du Nord. Et s'il circule, c'est plutôt dans le monde de l'entreprise, notamment la grande entreprise, ou dans le monde de l'innovation sociale, beaucoup, et de l'économie sociale également, mais pas au niveau des gouvernements. Il n'y a actuellement pas de loi sur l'économie circulaire dans aucun des États, provinces ou gouvernements d'Amérique du Nord. Donc c'est évidemment un peu paradoxal, c'est-à-dire que la situation, c'est qu'il y a bien de l'action en matière d'économie circulaire, y compris menée par les villes, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Donc il faut décrypter les choses. Ce que je dirais, c'est que ça relève quand même un point important, c'est qu'évidemment, ça relève la possibilité aux acteurs publics d'avoir une vision globale du problème, et donc la tendance à peut-être avoir des stratégies, mais qui ne sont pas toutes mises ensemble dans cette vision globale de l'économie circulaire, rappelée par les schémas qui viennent d'être présentés, ce qui veut dire qu'il peut y avoir vraiment de la performance au niveau de telle ou telle stratégie, mais sa contribution à la circularité, on ne sera pas forcément mise de l'avant parce que justement elle n'est pas énoncée. Alors, je vais donner deux exemples. Je vais illustrer sur 2 points. Le premier point, c'est que ce qui peut être partout dans les villes dans lesquelles on a développé des stratégies d'économie circulaire de fait ou explicite, la première entrée a beaucoup été l'entrée de la gestion des matières résiduelles, des déchets. C'est assez logique puisque c'était le principal problème auquel les villes avaient à faire face, qui était le fait qu'il y avait à la fois une augmentation de la production de déchets et qu'il fallait gérer leur fin de vie, et dans des contextes législatifs qui étaient de plus en plus contraignants pour éviter la mise à la décharge, par exemple, etc. Donc c'est normal que ça ait été une entrée prédominante, mais c'est une entrée qui, justement, pose un peu un problème en termes d'économie circulaire, parce que ça oblige à penser l'économie circulaire, non pas par rapport à l'ensemble du stock de ressources qui est disponible sur un territoire, par exemple les ressources, on va parler de bois prochainement, les ressources liées effectivement aux capacités de produire, l'agriculture urbaine, d'autres choses, etc., mais uniquement en termes de fin de vie, et donc de ne regarder que les stratégies de fin de vie, c'est-à-dire le recyclage, la valorisation. Bon.
Or, le recyclage, la valorisation, tout ce qui a été écrit sur l'économie circulaire le disent bien, ces stratégies sont moins intéressantes parce qu'elles ne permettent pas le bouclage complet. C'est vraiment un bouclage terminal et très incomplet ça ne permet pas d'éviter que l'on continue à exploiter des ressources encore et encore. Bon, donc ça c'est vrai que c'était un peu le pli qui a été pris au démarrage et sur lequel il faut beaucoup travailler. Puis alors donc ça aide si on a une politique qui se reconnaît comme circulaire, parce que le concept aide à sortir de ça. C'est plus difficile quand on l'a pas. Donc, je vais donner un exemple, par exemple, quelque chose qui peut paraître très performant par vue de la France. La collecte des biodéchets, ce qu'on appelle, enfin, qui peut alimenter le compost, le compostage, etc. Donc la matière organique. Bon, au Québec, il y a une situation qui paraît bien plus favorable à la France. La première, c'est que actuellement, tout le compost qui est collecté est employé pour l'agriculture, puis ça pose pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rejet par rapport aux usages agricoles comme peut exister dans d'autres situations de pays. Donc ça aide beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un vrai débouché. Et deuxièmement, la collecte de la matière organique se fait pas encore à des niveaux qui sont, je dirais, de la massification, mais on doit être de l'ordre de 30%, 40% à l'échelle de les principales villes du Québec, donc c'est déjà pas mal. Bon. Donc on peut dire que là, on est en train de passer à l'échelle. Et alors, pour augmenter, je dirais, l'efficacité, l'éco-efficacité du dispositif, la stratégie qui a été suivie par les grandes villes, c'est de construire ou de vouloir construire des usines de biométhanisation. Donc de produire aussi du gaz, donc faire la valorisation avec et pas seulement du compost. Alors en voulant faire ça, on réintroduit finalement tout un pan de l'économie linéaire dans l'économie circulaire. Puis c'est un peu le problème. Je m'en explique. D'abord, parce qu'il faut à nouveau industrialiser et massifier cette production. Il faut alimenter ces usines. Ces usines, on fait des devis. En fait, elles coûtent 3, 4, 5 fois plus cher une fois qu'elles doivent être construites. Donc il y a des projets qui sont abandonnés. Donc on retombe un petit peu dans des grandes dépenses. Et donc c'est des usines pour lesquelles il faut les alimenter avec un flux de plus en plus important. Bon, donc en fait, ça ne participe d'aucune réduction à la source, on comprend bien. Et le tout, c'est pour produire du gaz qui va être remis dans un réseau de distribution gazier classique, c'est-à-dire d'énergie fossile, pour 5, peut-être 10% de la totalité, dans un contexte qui est nord-américain, qui est celui où il y a une énorme abondance de gaz de schiste qui est produit à des tarifs très bas, donc avec une très faible rentabilité, c'est-à-dire qu'on met ce qui aurait pu être de l'économie circulaire dans un marché qui est le marché du carbone, ce qui est des énergies fossiles. Donc c'est quand même un peu illogique. Et c'est peut-être l'absence de réflexion sur la circularité qui, je dirais, a manqué à ce moment-là, alors que ça pourrait paraître comme une très forte éco-efficacité. Donc c'est en grande partie, je dirais, aujourd'hui, on fait un peu le même constat, c'est-à-dire que les stratégies de recyclage, de valorisation, tout le monde y pense, mais au fond, tout le monde s'en contente en voulant les pousser à l'échelle. Alors c'est pas ce qui permet peut-être d'être le plus efficace du point de vue de la circularité. Et par contre, il y a plein de domaines, notamment du côté économie de partage, économie de fonctionnalité, etc., sur lesquels les villes ne savent pas intervenir actuellement et pour lesquels il y a vraiment un chantier à ouvrir. Merci. Alors là, par contre, où on a une stratégie, une politique d'économie circulaire explicite, c'est à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Hortense, est-ce que tu peux nous décliner un peu l'histoire, puisque on est dans une thématique globale des Future Days sur héritage, histoire. Comment ça s'est mis en place et les choix qui ont été faits en termes de mise en œuvre et de stratégie? Alors, tout d'abord, pour comprendre comment effectivement on œuvre en matière d'économie circulaire sur le territoire, c'est aussi comprendre le contexte législatif et légal de la création de la métropole du Grand Paris, puisque donc c'est un EPCI qui a été créé au 1er janvier 2016 par la loi NOTRe, avec comme deux objectifs l'attractivité du territoire à l'échelle, donc l'attractivité de la zone dense urbaine à l'échelle du territoire national, mais également à l'international, et le rééquilibrage entre la ville de Paris, les villes capitales, et les villes limitrophes des 3 départements qui constituent. Donc ça vous permet de comprendre quel est le territoire géographique que couvre la métropole du Grand Paris. Donc cette zone dense urbaine qui est continue, on va dire du centre de Paris jusqu'à la limite des 3 départements, 92, 93, 94.
Dès la création de la métropole du Grand Paris, l'économie circulaire a été considérée comme un levier important de développement économique et de développement environnemental. Et l'échelle métropolitaine a été considérée comme étant pertinente pour pouvoir justement mener une action à l'échelle de ce territoire. Donc la métropole s'est tout de suite dotée d'une vice-présidence, donc avec un élu dédié pour porter les politiques et pour porter l'action de la métropole, puisque on se rend compte que sans portage politique, la mise en œuvre opérationnelle n'est pas possible. Donc, une vice-présidence, un rattachement de cette compétence à la compétence développement économique et attractivité. Donc, c'est une des 5 compétences qui ont été données par la loi à la métropole du Grand Paris. Et effectivement, l'identification d'un certain nombre de projets opérationnels décrétés d'intérêt métropolitain, que sont la mise en œuvre d'une plateforme numérique de l'économie circulaire comme portail d'entrée pour l'ensemble des acteurs du territoire, privé comme public, sur ces sujets, et l'élaboration d'un plan métropolitain des plateformes territoriales de l'économie circulaire. Mais au-delà de ça, ce qui était aussi une véritable opportunité pour la métropole, c'est que l'économie circulaire, en fait, c'est un champ très large pour lequel, sur le territoire francilien, il n'y a pas de chef de file. Aujourd'hui, l'économie circulaire, la gouvernance, finalement, tout le monde a pu s'en saisir et la métropole s'est saisie de cette opportunité. Le côté positif, c'est qu'effectivement, le champ des possibles est assez important. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'est pas forcément aisé de trouver un consensus avec 131 communes, puisque la métropole du Grand Paris, ça représente 131 villes, avec des enjeux et des problématiques qui sont différentes, et d'ailleurs avec des portages politiques qui parfois ne vont pas tous dans le même sens. Donc ça, c'était, voilà, c'est pour le cadre et le contexte. Mais avec justement cette possibilité de très rapidement pouvoir positionner la métropole sur ces sujets-là. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la métropole du Grand Paris, à l'inverse d'autres collectivités territoriales, qui généralement se sont constituées par des rapprochements de collectivités entre elles, la métropole du Grand Paris, quand elle a été créée de rien. Elle n'existait pas, c'était une feuille blanche. Donc ça représentait aussi, pour prendre la mesure de la force des forces vives et des ressources qui sont à la métropole à sa création pour un territoire de 7,5 millions d'habitants, 131 communes, c'était 15 personnes. Aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi, on est à peine 90 personnes pour gérer 5 compétences. Je les énumère rapidement pour que vous compreniez le champ d'intervention. Donc on a le développement économique, l'attractivité, le développement durable et l'environnement, les politiques de l'habitat, l'aménagement métropolitain et la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Voilà, donc ça vous donne un angle de vue. Ce qui était pour nous nécessaire pour se saisir de ce sujet et c'était n'existant quoi, le 31 décembre 2015, la métropole n'existant pas, le lendemain elle existe, c'est de constituer des réseaux. Puisque l'économie circulaire, c'est la mise en réseau et c'est la collaboration. Donc si la métropole ne constitue pas un écosystème, alors elle a l'écosystème des collectivités qui la composent, donc des 131 villes, donc ça c'est une première action que l'on mène, à savoir trouver un référent élu et un référent technique dans l'ensemble de nos collectivités membres. Alors je vous rassure, c'est donc 131 communes plus 11 établissements publics territoriaux, donc 142 multiplié par 2. On n'a malheureusement pas les 284 référents, on aimerait bien, mais au bout de 3 ans, on a quand même la moitié des collectivités qui ont nommé ce binôme de référents et donc avec lesquels on travaille depuis 3 ans. Donc ça, c'est l'écosystème et le réseau des collectivités. Et puis, il y a se mettre en réseau avec les acteurs économiques du territoire, parce que c'est pas uniquement la puissance publique qui peut mettre en transition le territoire. Ça se fait avec les acteurs économiques et de toute nature, de tout profil, puisqu'on se rend bien compte que l'économie circulaire
offrant un champ des possibles important. Ça va des grands groupes jusqu'à à de la mobilisation associative et citoyenne. Ça s'entreprend vraiment à toutes les échelles et on l'a déjà évoqué précédemment. Du coup, on a très vite aussi constitué, mis en place un groupe de travail multi-acteurs, rassemblant donc toutes les sensibilités politiques de la métropole du Grand Paris et des représentants d'acteurs économiques du territoire. Et c'est donc en co-construction qu'on a commencé à identifier quels étaient les enjeux prioritaires du territoire et comment est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Alors, comme on était plutôt au format start-up, on a pris le parti d'expérimenter et de tester avant de vouloir élaborer une feuille de route, une stratégie, peu importe comment on veut l'appeler. Et c'est le travail qu'on a fait pendant 3 ans. La constitution de ces réseaux pour monter en compétences, faire monter en compétences l'ensemble des acteurs du territoire, donc à travers des cycles de formation, pour être sûr qu'on ait tous le même niveau de compréhension, qu'on comprenne quels sont les enjeux et les leviers que l'on peut avoir pour amener le territoire à être plus circulaire. Et puis on a identifié des projets sur lesquels on pouvait travailler ensemble. Et donc, un des tout premiers projets, c'était donc cette plateforme numérique qui s'appelle grandpariscirculaire.org et qui donc est cette porte d'entrée vers l'économie circulaire, de sorte à être une vitrine des actions déjà mises en œuvre sur le territoire, parce que bien sûr, on n'a pas attendu la création de la métropole pour que la dynamique soit enclenchée sur le territoire. Donc, on a aussi beaucoup appris, justement en recensant, de sorte à pouvoir cartographier les acteurs qui sont porteurs de principes d'économie circulaire sur le territoire, de sorte à pouvoir permettre le partage de la connaissance, les retours d'expérience et pouvoir permettre éventuellement d'essaimer sur le territoire. Donc on a cet outil Grand Paris Circulaire qui d'une certaine façon aujourd'hui est devenu un peu la marque de la politique portée par la métropole aujourd'hui, puisque maintenant on l'a aussi décliné avec un rendez-vous annuel, un événement uniquement autour de l'économie circulaire. Donc c'est le Grand Paris Circulaire qui est un rendez-vous qui se tient le premier jeudi d'octobre chaque année. Donc cette année on avait donc la 3e édition et qui encore une fois et la plateforme, mais la plateforme physique cette fois-ci, pour faire se rencontrer l'ensemble des acteurs du territoire avec donc différents formats à chaque fois. Chaque édition se réinvente dans sa programmation pour pouvoir toujours répondre aux attentes de nos interlocuteurs, de nos partenaires. Et puis pour continuer justement à outiller, on va dire, la métropole pour monter en compétence sur ces sujets, on a bien évidemment mis en place un certain nombre de partenariats avec des têtes de réseau sur l'économie circulaire pour toujours être dans cette logique de co-construction. Et puis depuis 3 ans, depuis 2019, on a considéré que ces actions plus opérationnelles, plus terrain, il fallait qu'on prenne un tout petit peu de hauteur, peut-être pour avoir une meilleure compréhension de la matérialité de notre territoire. Et pour cela, on a mis en place donc la chaire, économie circulaire et métabolisme urbain, qui va nous permettre de questionner les actions mises en place par la métropole du Grand Paris, et puis d'interroger aussi sur les politiques très stratégiques que l'on porte, puisque au sein de la métropole, on met des dispositifs purement labellisés économie circulaire, comme ceux que je viens de vous citer. Mais par ailleurs, pour les 5 compétences que j'ai également énumérées, on veille à ce que l'ensemble de ces compétences opérationnelles et stratégiques intègrent l'économie circulaire. À titre d'exemple, en termes dans le champ de la compétence aménagement métropolitain, la métropole du Grand Paris est le maître d'ouvrage du futur centre aquatique olympique. C'est le seul équipement olympique dont nous ne disposons pas sur le territoire.
Aujourd'hui, ce centre aquatique va s'inscrire dans le cadre d'une ZAC, la ZAC de la Plaine Saulnier, qui se trouve de l'autre côté de l'A1 en face du Stade de France. Aujourd'hui, on est en zone dense, donc c'est un périmètre qui est avec des bâtiments qui vont devoir être déconstruits pour permettre d'avoir le centre aquatique, mais également dans l'héritage de ce périmètre, ce seront des zones d'habitation, des zones d'activité. Donc on accompagne la direction projet sur cette ZAC et sur le CAO, pour que dans toutes les étapes du projet, on intègre des principes d'économie circulaire. Aujourd'hui, on a 30 000 m² de bâtiments qui vont être déconstruits. Donc, comment est-ce qu'on établit le diagnostic matière pour connaître en fait le stock de ce territoire? Comment on va pouvoir traiter justement ce stock donc en phase de déconstruction, de dépollution des sols, puisqu'il s'avère qu'il y avait une usine Engie sur ce territoire. Et comment, en phase de construction, on va pouvoir intégrer des principes d'économie circulaire. Voilà. Et dans les actions que vous recensez sur la plateforme, est-ce qu'on est essentiellement sur un segment recyclage-valorisation, ou est-ce qu'on a aussi des choses qui vont un peu plus loin, ou en tout cas plus en amont, sur le bouclage complet qu'évoquait Franck ? Alors, c'est très, très diversifié en fait. Nous, on a défini des axes prioritaires qui sont pour nous effectivement la construction, la boucle alimentaire, la logistique, le numérique. Donc, dans le recensement que l'on a fait, en fait, dans un premier temps, ce qui nous a permis d'avoir une première base d'initiative, c'est à travers les événements annuels Grand Paris Circulaire pour lesquels on avait lancé des appels à projets de sorte à pouvoir créer des villages des bonnes pratiques. On avait à souhait à chaque fois dans ces appels à projets d'essayer de couvrir le plus grand nombre de secteurs d'activité. Donc en fait, c'est très diversifié, on trouve de tout. On trouve effectivement des actions, des initiatives qui sont dans le cadre de la boucle alimentaire, donc sur de l'agriculture urbaine, sur des modes d'approvisionnement, sur la gestion des invendus, des biodéchets. Mais comme on a des initiatives dans la construction, sur des solutions en matière de bâtiments éco-conçus, des matériaux biosourcés. Voilà, moi je vous invite à y aller et à voir. Aujourd'hui, on a plus de 70 initiatives. Alors c'est effectivement encore petit au regard de tout ce qui peut se faire sur le territoire. On a plus de 500 membres, donc c'est aussi l'objet, c'est de mettre en relation et en synergie les acteurs du territoire pour pouvoir aussi créer de la collaboration, créer des communautés de projets. Voilà, donc l'objectif étant, mais c'est un peu un objectif sans fin, mais c'est de pouvoir effectivement recenser le plus grand nombre d'initiatives porteuses d'économie circulaire sur le territoire. Merci Hortense. Stéphane, est-ce qu'on est sur quelque chose de similaire à Bruxelles? On a vu le contexte montréalais qui était très particulier. Est-ce que là, dans le contexte européen, on est sur des mises en œuvre relativement comparables ou pas du tout? Oui, je pense il y a certainement des éléments communs, notamment, comme tu l'as déjà mentionné, une forte composante de collaboration, de faire système d'acteurs, de créer de nouveaux écosystèmes d'acteurs. Je pense que ça apparaît dans l'ensemble des villes ou des régions qui essaient de mettre en place des programmes ou des politiques d'économie circulaire. Après, évidemment, chaque ville aura ses propres objectifs. Et ça dépend aussi beaucoup de qui est à la barre, qui est l'initiateur d'une politique ou d'un programme d'économie circulaire. Pour comparer rapidement peut-être avec deux villes qui sont assez avancées en termes de politique d'économie circulaire, donc dans la ville de Londres, c'est plutôt l'opérateur de la gestion des déchets qui a initié et mis en place un plan d'action d'économie circulaire. Et donc, du coup, on est beaucoup plus proche à des actions, par exemple, dans la gestion de déchets, logiquement, puisque c'est ça leur métier.
Et donc, ils vont essayer de réduire les volumes des déchets collectés, monter en cascade pour faire plus de recyclage ou même du réemploi. Et donc, du coup, comme résultat d'impact qu'on voit à Londres, c'est moins la création d'emplois, mais plus une réduction du coût de la gestion de déchets. Donc c'est une conséquence, je pense, de l'acteur qui a vu l'intérêt dans l'économie circulaire, qui est l'opérateur de gestion de déchets. À Bruxelles, donc, du coup, l'économie circulaire pour réduire le coût de la gestion de déchets. À Bruxelles, on était dans une configuration différente. Donc, la région bruxelloise a commencé autour de 2010 de se doter vraiment d'un dispositif d'économie circulaire avec l'objectif de faire de ces déchets une ressource. Donc ce n'est pas réduire les déchets et les faire disparaître et réduire la facture de leur gestion. En fait, l'opérateur de déchets est resté pendant très longtemps à l'écart du programme d'économie circulaire, ou plus à la marge. C'est l'agence chargée de l'environnement et le ministère d'économie qui était vraiment le plus favorable à un programme d'économie circulaire. Donc du coup, à Bruxelles, l'idée c'était faisant de ces déchets une ressource pour la création d'emplois locaux. Donc là, la conséquence de cela a été un programme qui vise d'abord stimuler l'économie locale. Donc faisant des petites pousses entrepreneuriales pour ces nouveaux modèles d'affaires. Donc on a vu pas mal de start-up dans l'économie circulaire à Bruxelles depuis un certain nombre d'années, qu'on a stimulé, qu'on a arrosé généreusement avec des subsides, des programmes d'accompagnement, des groupes du réseautage, etc. Et là, donc j'ai l'impression que là, du coup, on est peut-être en cycle plus loin par rapport à Paris, puisqu'on a commencé un peu plus tôt. Et maintenant, on se trouve dans une phase où effectivement il y a plein de petites pousses qui sont sorties de terre, il y a plein d'entreprises qui font de l'économie circulaire, mais ils sont toujours tous très petits. et encore pire, il y a une partie qui a pas survécu le premier hiver. Donc maintenant on est arrivé à un stade où je pense le consensus dans les administrations et dans le milieu de la recherche est que il va falloir, il faut quelque chose là. Ça peut pas continuer comme ça. Soit on doit trouver une manière de faire en sorte que ces pousses deviennent plus grandes. En changeant de manière d'arroser ou peut-être changer de plan, etc. Soit il faut carrément une autre stratégie, travailler avec d'autres acteurs. Donc là pour l'instant on a beaucoup misé sur les startups, les jeunes entreprises naissantes, puisque pour eux c'est plus facile d'adopter un modèle d'affaires circulaire. Puisqu'ils partent sur une feuille blanche, ils se disent « Ok, je dessine en cercle et je parle là-dessus ». Donc après, l'idée, c'était un peu… peut-être il faudrait travailler avec les grands groupes et les acteurs plus puissants, qui du coup ont tout de suite un impact plus grand en termes de volume et ils brassent plus de matière. Donc on va travailler avec les grands groupes. Sauf que à Bruxelles, on n'a pas beaucoup de grands groupes qui brassent en fait de la matière, parce que c'est une ville tertiaire, donc on a pas mal de recherche et développement, mais ce sont des entreprises de recherche et développement qui sont insérées sur des chaînes de valeur globales, donc c'est très difficile pour eux de revenir sur un territoire et faire des circuits courts à Bruxelles. Donc on a la recherche et développement d'IKEA, de 3M, Solvay, ils sont sur des chaînes globales. Pour eux, Bruxelles, ça n'existe pas en tant qu'économie direct. Donc là, le grand défi qu'on a en ce moment, c'est vraiment comment faire en sorte que l'impact soit plus grand. Donc c'est vraiment la première chose que maintenant on demande, c'est quoi ton impact en termes de volume, en termes de création d'emplois, quelle est la stratégie de montée en puissance très, très rapidement.
Merci. Oui, cette question du passage à l'échelle, je la citais en introduction, c'est la question, je pense, qui nous anime tous. Tu as bien évoqué, Frédéric, les conditions, ou en tout cas la complexité de mise en œuvre, en citant les enjeux de coordination que vous avez tous évoqués. Mais il y a cette question des modèles économiques. Comment on arrive à instaurer des modèles économiques pérennes? Là, on a beaucoup cité dans vos interventions des petites pousses, des expérimentations. Mais voilà, tu soulèves la question un peu centrale du passage à l'échelle. Donc comment, tu as déjà un peu répondu, en tout cas tu as soulevé la question en disant il faut avoir une réflexion là-dessus et penser, enfin introduire les grands groupes dans la réflexion et dans la coordination. Comment c'est pensé ailleurs, dans d'autres contextes? Est-ce que, Frédéric, tu as des éléments illustratifs de passage à l'échelle ou de modalités de passage à l'échelle, enfin voilà, de ton regard un peu général avant de passer la parole pour Montréal et Paris? Le passage à l'échelle, il est en train de se faire. Là, on est un petit peu observateur et il n'y a pas encore de déploiement, je dirais, complet et parfait partout. Maintenant, je dirais qu'il y a des leviers là qui sont quand même en train de bien s'actionner, notamment à l'échelle de la stratégie des territoires et de la planification, par exemple. On a en France des documents de planification qui intègrent en fait des objectifs clairs maintenant en faveur de l'économie circulaire. On parlait tout à l'heure des schémas de cohérence territoriale. On peut évoquer à l'échelle des régions, par exemple les SRADET. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est encore un sigle. C'est les schémas régionaux d'aménagement et d'égalité des territoires. Je dois oublier une lettre. Mais en fait, ces démarches-là, maintenant, de fait, doivent intégrer la question de l'économie circulaire, et c'est la bonne échelle, en fait, pour gérer la question des filières. Donc, travailler justement sur la chaîne d'acteurs, si on peut le faire dans ces démarches de grands territoires, on va déjà pouvoir ouvrir certaines portes et consolider des petites pousses qui aujourd'hui sont un peu fragiles et qui ont besoin d'actions de formation, d'accompagnement, d'être identifiées, etc. Alors, il y a grand territoire et il y a grand groupe. Est-ce que dans tout ce que tu peux observer, il y a aussi des grands groupes qui font partie des expérimentations? Alors, dans les grands groupes de l'aménagement, oui, bien sûr. Les aménageurs privés, par exemple, je ne citerai pas de nom, mais ils commencent effectivement à intégrer les questions d'économie circulaire. Ils s'en emparent parce que pour eux, c'est un champ d'innovation. Faire valoir qu'on a fait un super parking en mutualisation de stationnement, qu'on fait la super toiture végétalisée, qu'on arrive à faire un recyclage optimum de l'eau dans le bâtiment et qu'on commence à faire des bâtiments qui est pur pour la qualité de l'air. C'est très valorisant pour les groupes de construction. Ça reste un dialogue à conduire entre les collectivités, je pense, et les grands groupes pour continuer à progresser sur ces questions-là. Notamment pour aller vers toujours cette question des modèles économiques qui sont un petit peu compliqués. Par exemple, nous, on a pu travailler sur Marseille avec un grand groupe et on aurait souhaité les accompagner dans la mise en place d'une maison des services. Une maison des services du quartier qui fait de l'accompagnement à la gestion des déchets, l'accompagnement à la gestion de la mobilité, enfin toute la vie en œuvre du quartier. Et ce grand groupe a bien souhaité aller dans cette direction-là, mais avec, je dirais, des notions de confidentialité et d'innovation qui leur étaient un petit peu une chasse gardée. Donc il y a le travail partenarial, c'est un enjeu avec ces grandes entreprises. Il n'est pas évident, mais malgré tout, on va quand même vers du positif et les collectivités vont pouvoir de plus en plus demander des exigences de résultats auprès de ces entreprises et donc on va réussir finalement à tirer, je pense, le monde de l'aménagement et la production bâtie, entre autres, vers du mieux. Après, je pense qu'on ne peut pas non plus tout mettre dans des boîtes et que ces jeunes entreprises un peu innovantes, il faut les garder absolument dans les projets urbains. C'est ce qui fait que chaque projet est vraiment spécifique. Quand on travaille avec le monde de l'ESS,
Par exemple, on ne peut pas généraliser les dispositifs d'action. Il faut vraiment être en prise directe avec les forces vives, les moyens qui ont été mis en place sur le territoire. On a pu travailler par exemple à Saint-Benoît de la Réunion avec le monde de l'ESS pour mettre en place, on est un petit peu en amont encore, mais on est en train de mettre en place un programme d'agriculture durable, d'agriculture urbaine de proximité pour une population qui s'alimente mal, qui a des problèmes de revenus, des revenus extrêmement bas. Et ce travail-là, en fait, on ne peut le faire qu'avec les structures en place, avec les pépinières qui peuvent initier des formes de restauration nouvelles, qui utilisent davantage les circuits courts, avec les structures de formation qui sont implantées localement. Voilà, c'est aussi faire ressource avec le territoire. Et à mon avis, ce passage à l'échelle, il se fera quand on arrivera à jouer sur les deux tableaux, agir par la force de frappe des grandes entreprises et continuer à s'alimenter du terreau du vivier de chaque territoire. Je pense que cette coexistence du dialogue avec les petites structures et en même temps les gros acteurs économiques, elle est importante. Hortense, au niveau de la métropole du Grand Paris, la réflexion sur le passage à l'échelle. C'est vrai que si on demande aux entreprises actuelles de changer de modèle économique pour aller vers de l'économie circulaire, ou qu'on force effectivement à la création de nouveaux acteurs économiques, c'est bien, mais si l'acteur public n'est pas là pour être en capacité on va dire, d'acheter ses services et ses produits, c'est pas cohérent. Donc pour nous, une des actions clairement identifiées, c'est la commande publique. Puisque voilà, on sait qu'à travers que le levier de la commande publique est extrêmement puissant pour favoriser justement la transition du territoire. Et puis c'est une façon aussi d'être en cohérence et d'être aux côtés de nos partenaires économiques. C'est-à-dire que si on veut effectivement des produits éco-conçus, il va bien falloir que les collectivités elles achètent des produits éco-conçus pour faire effectivement les infrastructures publiques. Comment nous on s'est saisi de ce sujet de manière très expérimentale. On a mis en place un programme action, achat et économie circulaire, qu'on porte avec deux structures, l'Institut national de l'économie circulaire et l'OPSAR. Pour vous donner juste un peu le contexte, ce programme, en fait, il est né dans le cadre des travaux d'élaboration de la feuille de route économie circulaire, qui donc a précédé à la loi qui est en cours de discussion et de débat à l'Assemblée nationale, où il était à un moment donné question d'inscrire dans la feuille de route économie circulaire un engagement pour la croissance verte pour la commande publique. Finalement, ça n'a pas abouti, mais un certain nombre d'acteurs avaient été réunis à diverses occasions et on a trouvé préjudiciable éventuellement que cette dynamique se perde. Et donc, Métropole, INEC et OPSAR, on a décidé d'y aller, d'expérimenter. Et donc, on a mis en place un programme inspiré de ce que les Pays-Bas ont mis en œuvre maintenant il y a quelques années, qui prend l'appellation de Green Deal. Et donc, avec le parrainage et le soutien du ministère des Infrastructures et de l'Environnement des Pays-Bas, on a répliqué quasiment le même genre de programme. En synthèse, chaque structure, des structures volontaires, aussi bien privées que publiques, viennent avec un projet d'achat. Elle s'engage pendant toute la durée du programme à suivre l'ensemble des réunions et des sessions que l'on organise, s'engage à faire des retours d'expérience et à partager avec les autres partenaires et s'engage à communiquer sur le travail fait au regard de l'intégration des principes d'économie circulaire, soit dans leur appel d'offres quand on parle d'un acheteur privé, soit dans la commande publique pour un acheteur public. Ce programme est donc mixte, vous le comprenez, et donc les parties, on a cette année eu une trentaine de structures volontaires que l'on a accompagnées en 4 sessions plénières, plus une session de formation dispensée par le représentant des Pays-Bas.
Et on a avancé avec eux concrètement sur quels étaient les freins, quels étaient les leviers pour qu'ils puissent passer leur appel d'offres ou leur commande publique avec ces principes d'économie circulaire. Le retour d'expérience, on est en train de l'évaluer. Il est positif. Les participants sont satisfaits de ce que aussi ce groupe a pu créer en termes d'émulation, en termes de partage, puisque du coup, en fait, sans qu'on l'imagine ou qu'on ne le projette, il y a des synergies qui se sont faites entre une entreprise d'un coin de la France et une collectivité. Il y avait la région Bretagne, par exemple, sur un projet de déconstruction, reconstruction d'un lycée. Donc voilà, donc c'est cette expérimentation que l'on va poursuivre l'année prochaine, mais qu'on va, on va dire, dimensionner un petit peu plus pour continuer, voilà, d'apporter aux participants présents qui souhaitent poursuivre la démarche, mais aussi aller en chercher d'autres. Ce qu'on imagine comme futur à ce dispositif, d'une part, c'est soit effectivement remobiliser le gouvernement et en faire un engagement pour la croissance verte, soit aller vers l'appellation Green Deal. Mais l'enjeu pour nous, c'est d'avoir le plus grand nombre de structures privées et publiques qui s'engagent dans ce dispositif et qui donc intègrent des principes d'économie circulaire. Merci. Franck, même question. Est-ce qu'il y a des exemples de passage à l'échelle qui peuvent être inspirants pour les autres métropoles, comme l'a été là le projet néerlandais ? Je voudrais peut-être revenir sur cette question du passage à l'échelle, parce que ça demande quand même d'être un tout petit peu précisé. Parce que je crois que derrière ça, on veut parler de trois choses qui sont un petit peu différentes. Et un des soucis qu'on a, c'est que ça ne veut pas dire la même chose pour tous les acteurs. Moi, je dirais volontiers qu'il y a trois catégories de passage à l'échelle. Il y a une première catégorie qu'on appelle en fait le deep scale, c'est-à-dire l'approfondissement, dans lequel on a une initiative, une pratique, un nouveau produit, une façon de transformer ou de valoriser, de recycler ou de développer l'économie de partage, etc., qui est mise en œuvre généralement plutôt par des initiatives privées, d'économie sociale ou autres. Et leur principal objectif, c'est effectivement pas forcément de disséminer, mais plutôt d'approfondir. C'est-à-dire d'avoir une pratique ou développer une façon de faire qui est de plus en plus circulaire. Donc ça, c'est ça la préoccupation de ce type d'acteurs, alors que les villes, elles vont s'attendre à ce qu'on ait peut-être, je dirais, un certain niveau de circularisation qui soit disséminé plus à l'échelle du territoire. Ça, c'est le deuxième type de passage à l'échelle, c'est comment on passe du micro-local à une certaine diffusion territoriale. Donc c'est pas le même entre l'approfondissement, donc de circulariser davantage, ou de diffuser une pratique circulaire qui est peut-être pas forcément idéale, mais qui pourrait mieux se diffuser. Puis une troisième figure du passage à l'échelle, c'est la massification de l'usage, d'un changement de consommation ou d'un changement des modes de production. Donc c'est comment on atteint 20, 30, 40% de consommateurs circulaires ou de production circulaire pour un produit, un service. Et ça passe par de profonds changements du marché et de la régulation du marché. Et c'est pas à la portée des villes et des acteurs locaux. C'est changer les conditions du marché, internaliser des externalités de telle sorte que ça devienne plus intéressant de continuer à garder un produit plutôt que d'acheter une nouvelle télévision, ce genre de choses. Donc là, on est sur trois types de passages à l'échelle qui n'ont pas les mêmes ressorts, qui n'ont pas les mêmes mécaniques, donc qui ne sont pas forcément... faut pas tous les mélanger. Puis, d'une certaine manière, on a quelques limites dans ces affaires-là qui sont, comment dire, l'expérimentation, ce qui fait la force de l'expérimentation, fait parfois la faiblesse du passage à l'échelle. Bon, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais... Par exemple, une façon d'expérimenter que les villes ont beaucoup fait, c'est ce que moi j'appelle la pratique de l'hôtel de ville circulaire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire la ville dit, pour développer l'économie circulaire, je vais commencer par moi. Donc je vais d'abord m'appliquer un certain nombre. Je vais faire ça dans mes services. Donc je vais réutiliser les feuilles mortes dans les parcs pour faire du compost. Donc je vais retailler les pavés de la rue pour en faire autre chose, etc. Donc plein de pratiques qui sont faites. Sauf que l'effet d'entraînement sur
tous les autres acteurs du territoire est à peu près nul en réalité de cette démarche-là. Donc ça permet peut-être de faire que l'administration, c'est très bien, en soi c'est pas le problème, mais c'est par là qu'on va avoir un effet d'entraînement sur le territoire. L'éco-conception par exemple, une autre approche, l'éco-conception elle est souvent développée dans la perspective de mieux concevoir de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures, de nouveaux bâtiments dans des projets ou des programmes à venir. Le problème que ça pose, c'est que, et c'est effectivement très important, le problème c'est que c'est peut-être relativement important dans une région comme l'Île-de-France où il y a un fort renouvellement urbain, mais dans la plupart des grandes villes, des pays développés qui en fait sont confrontés à une très faible croissance démographique, parce que c'est ça la réalité qui est dans les autres pays, c'est qu'en fait le taux de renouvellement urbain est très faible et donc vous avez finalement très peu l'occasion, c'est un tout petit flux de nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures et vous avez surtout à vous préoccuper de gérer ou de convertir à la circularité un stock énorme d'infrastructures, de bâtiments, etc. Ce qui suppose évidemment une autre approche qui n'est pas celle de l'éco-conception, mais qui est plus complexe à mener. Donc, et peut-être de pas trop se focaliser uniquement sur, ou de trop mettre de l'avant le beau bâtiment neuf qui était bien éco-conçu, etc., mais plutôt de se dire comment on est dans les stratégies ordinaires du réemploi, de la non-démolition, et qui sont parfois plus complexes à mener, plus austères, ou comment on réutilise un stock d'infrastructures existantes. Et puis, du côté des acteurs, je dirais, qui sont la marge active, innovante, pionnière de l'économie circulaire, c'est-à-dire des ONG, des groupes communautaires, des start-up de cette nouvelle économie, etc., leur principal souci n'est pas forcément d'essaimer à côté. Je prends l'exemple qu'on utilise dans l'école d'été de ces initiatives qui consistent à faire pousser, à utiliser le marc de café, peut-être tu vas en reparler, mais faire pousser des champignons sur le marc de café, etc. Ce qui est assez formidable, c'est de voir comment on est dans un mode de dissémination en fait mondiale, avec de l'open source, de l'innovation open source qui traverse l'Atlantique, qui est partie de Bruxelles pour arriver à Montréal, qui a rebondi à Tokyo, etc. Mais par contre, il y a à chaque fois qu'une petite poignée de gens qui font des pleurotes sur marc de café dans chaque ville, même si dans l'ensemble il y en a beaucoup dans le monde, mais ça dissémine pas autour, vous voyez, dans les autres quartiers. Donc on a un mode de fonctionnement qui n'est pas celui de l'optimisation voilà. Donc puis finalement l'économie sociale, par exemple, a ses propres limites aussi. Je vois ces discussions que j'ai avec une entreprise d'économie sociale qui fait donc du réemploi de la seconde main, donc une sorte d'Emmaüs en quelque sorte, mais laïque, enfin en tout cas localisé dans un territoire d'une ville moyenne où on va aussi avec notre école d'été. Et très logiquement, à un moment donné, il refuse des dons. Parce qu'il dit, moi mon principal objectif, c'est de l'insertion professionnelle. Si je prends des gens qui sortent de prison, puis je leur fais de l'insertion professionnelle. À partir d'un certain volume, je ne peux plus m'occuper de ces gens-là. Donc, volontairement, je limite mon flux de matière parce que je veux rester dans l'équilibre social. Donc, il faut réfléchir en fait quand même à chaque fois à quel type de passage à échelle on veut, avec quel type d'acteur et pour quel objectif. Je crois que c'est ça une réflexion qu'il faut mener collectivement. Stéphane, tu souhaitais réagir ? Oui, tout à fait. Enfin, je voulais quand même partager un certain retour sur deux expériences de passage à l'échelle qui ont chacun des avantages et inconvénients ou des problèmes encore à résoudre. Donc le premier, c'est justement le marc de café. Donc là, donc puisqu'on veut maintenant à Bruxelles ou en Belgique en général, l'impact que l'économie circulaire ait un impact en termes de volume, en termes de création d'emplois. Il y a le plus grand acteur de philanthropie en Belgique qui a découvert l'économie circulaire. Donc c'est la Fondation Roi Baudin, donc une grande dotation royale qui a beaucoup de moyens en fait pour investir, qui s'est lancé donc dans l'économie circulaire et eux ils ont décidé d'attaquer le marc de café. Et pareil, enfin moi je réagis avec un petit sourire en disant marc de café quoi. Enfin il y a des trucs beaucoup plus grands en termes de volume, en termes de toxicité, etc. Marc de café, enfin c'est des pleurotes quoi. Enfin c'est des nano-initiatives. Mais ils avaient bien réfléchi et ils avaient vraiment raison sur un certain nombre de points. On dit c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des flux beaucoup plus importants, beaucoup plus difficiles. Mais le marc de café, on va le résoudre complètement. On va trouver une solution pour le marc de café en Belgique. Ça représente à l'échelle nationale quand même 50 000 tonnes, donc c'est pas rien. Hein. Le café c'est partout, etc.
Et en partant d'un objectif très clair et très communicable, on va résoudre le marc de café. Donc, il n'y aura plus de marc de café dans les poubelles envoyées en incinération, en enfouissement, 0. En partant de cet objectif très clair et très communicable, ils sont arrivés à communiquer aux grands groupes, aux acteurs, etc. Parce que tout d'un coup, tout le monde comprenait de quoi on parle. Donc, on ne va pas faire une réunion d'économie circulaire pour parler de création d'écosystèmes et synergie. On va parler de vos marcs de café et qu'est-ce qu'on fait avec. Et donc du coup, avec cette stratégie, ils sont arrivés à tout de suite mobiliser des très grands acteurs comme l'aéroport de Bruxelles. Donc l'aéroport de Zaventem avec tout le concessionnaire et tout le marc de café qui passe là-dedans, le ministère des Finances, qui va dire nous aussi on a plein de café, les sièges sociaux de grands groupes à Bruxelles. Donc ils sont arrivés à parler à ces acteurs qui comprenaient du coup qu'est-ce que l'économie circulaire pourrait représenter dans leur bureau, et donc du coup tout le monde se lance là-dedans, et c'est une passage à l'échelle quand même assez impressionnant sur le marc du café. Donc là, il y avait plusieurs enseignements assez intéressants. Donc déjà, limiter le scope à quelque chose de plus facile, plus maniable, ça permet parfois de faciliter plus facilement. Deuxièmement, ils ont laissé ouvert l'échelle à laquelle ça se passe. Donc ils ont dit, bon, on verra. L'objectif, c'est plus de marc de café dans le déchet restant, dans la fraction restante, mais si on va les traiter localement à l'échelle de l'aéroport ou dans la région ou nationale ou même européen, ça on laisse ouvert parce qu'on verra bien. En termes de constitution de la filière, est-ce qu'on va produire des pleurotes, est-ce qu'on va produire du papier, de matière isolante, donc ils ont laissé ça ouvert. Donc en fait l'échelle, on peut s'enfermer dans une échelle fixée a priori, qui peut être très problématique. Donc si on dit d'emblée l'économie circulaire, ça va être à l'échelle de la région, et après on se rend compte qu'en fait, en termes économiques, ça ne marche pas, il faudrait une usine beaucoup plus grande ou une initiative beaucoup plus petite. Donc là, ils ont laissé l'échelle ouverte, et je pense que c'était assez pertinent. Mais troisièmement, et ça c'est un peu les bémols dans cette affaire, c'est qu'on reste dans la gestion de déchets. Non, donc on reste avec tous les problèmes que ça peut impliquer. Donc on ne va pas vraiment essayer de réduire la production de marc café, par exemple. On a ce stock de déchets, on va essayer de le convertir en ressources. On ne va pas essayer de boucler la boucle jusqu'au territoire qui produisent le café. On ne va pas essayer de boire moins de café, etc. Donc fondamentalement, ce n'est pas en changement de système. On travaille avec un peu l'économie en place, mais on essaie de monter en cascade. Au lieu d'incinérer le marc des cafés, on va essayer d'en tirer des bénéfices. Le deuxième exemple d'une montée en puissance sur une autre modalité, c'est de partir d'une ressource locale. Et là, donc, bon, on peut considérer les déchets comme une ressource, mais le problème des déchets, qu'ils ont une valeur économique négative, et donc c'est extrêmement difficile de monter une filière, économiquement parlant. Donc du coup, donc on s'est dit, ok, il faut avoir un impact, et regardons les ressources qu'on a sur notre territoire qui permettent à constituer vraiment une économie circulaire locale. Et là, il y a l'eau de pluie, qui en général pas récolté, pas vraiment valorisé. On a trouvé aussi le bois. Et ça nous a assez étonnés. En fait, il y a plusieurs villes. Enfin, moi, j'ai découvert ça à Montréal. Donc à Montréal, ils ont une filière de valorisation locale du bois qui pousse sur l'île de Montréal. Et on pourrait penser que c'est anecdotique comme production, mais en fait, c'est beaucoup de bois. Enfin, il y a 200 000 frênes sur l'île de Montréal qui sont menacés par la grille du frêne, qui fait qu'on abat beaucoup de ces arbres. Donc du coup, il y a une filière de valorisation locale qui s'est mise en place à Montréal. Et chez nous à Bruxelles, c'est pareil. Enfin, on a beaucoup de bois qui est produit dans une forêt périurbaine de 5000 hectares juste à la portée de la ville, qui produit beaucoup du bois de hêtre qu'on coupe pour adapter la forêt au changement climatique. Donc ça fait qu'il y a chaque année environ 20 000 mètres cubes de bois qui est produit.
à l'heure actuelle, ce bois, il est exporté, il entre dans une filière de valorisation par le marché. Donc il est exporté principalement en Chine. Donc on se trouve dans une ville qui a un programme d'action d'économie circulaire qui essaie de favoriser les petites pousses pour faire des déchets une ressource. Et en même temps, on a une ressource assez incroyable à portée de main qu'on exporte à l'étranger. Donc là, on se dit, bon, il y a quelque chose à faire et il va falloir valoriser ce bois localement. Et là, c'était une réflexion assez intéressante, je trouve, parce que principalement une constitution d'une filière locale. Donc il n'y avait pas de filière locale, hein. En l'occurrence il y a quelque chose qui cassait dans la filière de l'arbre jusqu'à la chaise en menuiserie. Et la constitution d'une filière en économie circulaire, c'est principalement un problème de coordination. Non ? Et les problèmes de coordination, ils sont bien étudiés, par exemple, sous le concept de problème d'action collective, par exemple, en économie. Donc, comment on surmonte un problème d'action collective en économie circulaire? Et là, je trouve un des mécanismes de concertation, de coordination qui est encore sous-exploité est la forme de la coopérative. Et donc là, il y a des coopératives d'acheteurs, il y a des coopératives en économie sociale, mais aussi des coopératives de producteurs. Parfois, vraiment dans la technologie haut de gamme, hein, notamment dans la région de la vallée du Pô, en Italie. C'est beaucoup de coopératives dans la mécanique de précision qui sont extrêmement performantes sur le plan économique. Donc là, je lance aussi en acronyme, il y a la société coopérative intérêt collectif en France qui permet d'avoir en fait un mécanisme de concertation pour constituer une filière mais qui n'est pas encore exploitée en économie circulaire, mais qui permet en fait d'avoir et le public, parce qu'il y a un collège d'intérêt collectif, et les usagers, parce qu'il y a un collectif de consommateurs, et le travailleur de la coopérative, parce qu'il y a un collège de travailleurs. Donc en fait, la société coopérative en intérêt collectif, c'est à mon sens une autre manière de monter en puissance pour l'économie circulaire, parce que c'est un dispositif qui permet en fait une concertation sous forme d'un dispositif juridique existante, mais qui à l'heure actuelle n'est pas encore déployé pour l'économie circulaire. Donc nous, on utilise ça pour constituer la filière de valorisation locale du bois avec les propriétaires publics de la forêt, les travailleurs qui transforment le bois en bois de sciage et puis en menuiserie, et les consommateurs du bois, donc les écoles, les administrations publiques qui ont besoin de mobilier. On les regroupe tous dans cette coopérative, et donc du coup on dépasse un peu le problème de la commande publique, parce que comme tout le monde est partenaire de la coopérative, ils font ça in-house. Ils ne doivent pas passer par le marché public. Ils vont juste commander leur mobilier de bois de la coopérative dont ils sont membres. Donc ça, c'est deux expérimentations en cours, en quelque sorte, mais c'est deux manières différentes en fait, de monter en puissance qui ne passent pas forcément par les grands groupes non plus. Alors, merci Stéphane, c'est en effet très intéressant. Je voudrais garder un petit peu de temps pour prendre quelques questions, mais ça ouvre sur les éléments de discussion vers lesquels je voulais conclure. C'est un peu le futur. Comment on va vers un changement de système. Donc toi, tu nous as donné l'exemple de cette constitution de filière avec des modalités de concertation très particulières via un modèle coopératif. Comment vous voyez ça, rapidement, pour qu'on puisse garder un petit peu de temps, ce changement de système? Qu'est-ce qui vous inspire? Voilà, rapidement. Franck, vas-y, je t'en prie. Oui, tu effectivement. Sur cette question-là, c'est un peu vache. Tout à fait. Je pense que évidemment, c'est une question de court, moyen, long terme, cette affaire-là. On peut imaginer que, compte tenu de l'importance de la transition dans laquelle on est entré, simplement parce qu'on montre très bien à Bruxelles, on est obligé de couper des hêtres parce qu'il y a les effets du changement climatique. Donc c'est un changement, je dirais, écosystémique là, qui se produit. C'est l'écosystème qui se transforme à une vitesse incroyable. Donc ça, on peut multiplier des exemples de façon évidemment très élevée. On sait qu'on va avoir des phénomènes
crise systémique, de peak oil, de variations très fortes du coût de l'énergie, etc. Ce qui fait qu'à moyen terme, on peut penser qu'il y ait des formes de changements relativement radicaux qui arrivent, mais qu'il est assez difficile d'anticiper et qui vont passer par des transformations profondes, en fait des règles fondamentales sur lesquelles est placé à la fois le marché, la production, etc. Donc, je dirais qu'à moyen terme, on peut imaginer qu'on va vers des transformations profondes, mais qui ne sont pas forcément difficiles à dire quel est le terme exact et quelle est la profondeur. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. On peut faire des exercices de prospective, et c'est d'ailleurs sans doute un des exercices les plus utiles à faire en ce moment pour être en capacité de penser plusieurs futurs possibles, parce que probablement qu'on n'est pas capable de dire vers quoi on va. Et puis il y a la période de maintenant, qui est peut-être celle qui nous intéresse maintenant le plus, c'est-à-dire que comment on développe de l'économie circulaire dans une société et dans un régime socio-technique économique qui est pas du tout qui est fait d'économie linéaire pure, quoi. Donc je pense que c'est vrai, il faut vraiment arriver à trouver le bon équilibre entre un certain savoir-faire entrepreneurial, les lois de marché et de la ressource territoriale, en fait. Et je vais vous... Bon, ça c'est un premier point. Puis un deuxième point, c'est qu'il est probable qu'il faut peut-être, pour aller vite, prendre des modalités qui sont peut-être pas les plus parfaites ou les plus approfondies de circularité, parce qu'on a beaucoup de micro-initiatives qui sont basées sur des changements de comportement très profonds, très radicaux, etc. Ces innovations radicales, il faut certainement continuer à les soutenir, parce que probablement qu'elles vont être utiles dans quelques années ou dizaines d'années quand on aura vraiment changé de régime. Mais en attendant, si on veut effectivement avoir des changements un peu plus rapides, il faut probablement s'appuyer à la fois un peu plus sur le marché et un peu plus sur des rentes de situation en quelque sorte. Puis la forêt de Boigne, c'est une rente de situation inexploitée. Donc l'idée de partir de la mine urbaine avec des ressources qui sont très peu exploitées ou qui sont... là, on a un exemple parfaitement absurde. C'est-à-dire, on a des bois magnifiques qui vont partir en Chine pour être débités pour une production très bas de gamme. Donc là, on sait que des cas comme ça, on en a plein. Donc on peut effectivement arriver à essayer de trouver des situations dans lesquelles on va trouver ce genre d'effet. Je vais juste me permettre de raconter une autre histoire pour illustrer. C'est une histoire d'agriculture urbaine, c'est celui des fermes Loufa à Montréal. C'est un exemple intéressant parce qu'en plus d'autres plus intéressant que les initiateurs de cette entreprise n'ont jamais pensé en termes d'économie circulaire. Ils en font sans le savoir. Même encore aujourd'hui, ils n'emploient pas le terme, ils ne savent même pas que ça existe. Mais au fond, ils en font. Et c'est vraiment un mélange, je trouve intéressant, d'esprit d'entreprise nord-américain et de nouveaux types d'entreprises écologiques et d'utilisation de ressources territoriales. Donc ce sont des fermes qui sont sur des toits. Bon, mais il y a des fermes sur des toits, puis il y a des fermes sur des toits. Et là, actuellement, Loufa est en train de construire la plus grande ferme du monde. Mais c'est pas parce que tout à coup, on a comme énormément d'argent pour construire la plus grande ferme du monde. C'est juste le mode de production qui explique pourquoi c'est une très grande ferme. Parce que le principe de ces fermes, c'est qu'elles sont placées sur le toit des très très grands entrepôts qui existent dans le paysage nord-américain. Donc, c'est des hectares de toits. Ces hectares de toits qui sont donc construits, je dirais, sur un étage avec beaucoup de déperdition de chaleur fatale. Et donc, le principe de la serre sur le toit, c'est de récupérer la chaleur fatale, mais sur des hectares, mais qui sont déjà là. Donc, il s'agit d'une ressource territoriale, en quelque sorte. Ce grand paysage, gigantesque boîte là qu'on a dans la périphérie nord-américaine ou même au centre des villes américaines, nord-américaines, et simplement donc de placer ça, de récupérer la chaleur fatale, d'isoler, de diminuer la consommation d'énergie. Puis, c'est sûr que même si c'est de l'énergie d'origine renouvelable, puisque au Québec, l'énergie électrique et le chauffage, c'est entièrement de l'hydroélectricité, ça permet des coûts intéressants, des abaissements de coûts pour le propriétaire du bâtiment qui est en dessous. Et avec ça, et un système, et un autre idée qui est non seulement on est dans un climat dans lequel on ne peut pas faire pousser en pleine terre, 6 mois par an, puisque c'est couvert de neige, donc c'est sous serre, et sauf que sous serre, comme il fait très froid, c'est énormément de dépenses d'énergie, et là, on abaisse complètement les coûts d'énergie en faisant la récupération de chaleur fatale. Donc, du coup, on a un système qui permet
d'avoir quand même une production de légumes locaux à un prix correct, je dirais, tout en faisant des gains économiques, 12 ans du profit, avec un système logistique très performant qui en plus agrège 75% de produits qui ne sont pas poussés sous les toits, mais qui sont de l'agriculture biologique des environs, mais qui ont un système de circuits courts très mal organisé, donc en proposant un système bien organisé. Donc vraiment un mélange, on est vraiment dans l'esprit capitaliste entrepreneurial classique, mais on ne peut pas reproduire les fermes Loufa ailleurs que dans ce contexte, dans lequel pendant 6 mois par an il y a de la neige, et il fait très froid. Et donc, il y a ces grands entrepôts dans les repères chaleur fatale. Donc vous voyez, c'est cette combinaison des deux, là, je pense, qui est gagnante. C'est-à-dire qu'il faut il faut vraiment faire une très bonne analyse des métabolismes urbains des territoires, savoir c'est quoi les spécificités, c'est quoi les ressources, et on retourne une sorte de bonne vieille géographie, finalement, de la production économique. C'est-à-dire qu'on tient compte des caractéristiques du territoire pour des marchés locaux. Et les grands marchés urbains sont des marchés qui sont vite rentables, parce qu'il y a beaucoup d'habitants, c'est diversifié, il y a aussi de l'argent, etc. Il y a de la densité, ça permet effectivement de la densité de ressources et de la densité de consommateurs. Donc on peut, je dirais, en utilisant finalement les outils qui sont ceux de l'économie linéaire et donc de l'économie de marché classique, mais en combinant ça avec des ressources de type métabolisme urbain, arriver à produire, je dirais, une sorte d'économie circulaire intermédiaire. C'est-à-dire, il faut quand même gagner de l'argent avec l'économie circulaire. Si on fait cette démonstration-là, ce sera beaucoup plus facile ensuite de passer à des modèles plus radicaux. Hortense, Frédéric, quelques mots de prospective, votre vision prospective? Du coup, nous, on s'inscrit complètement dans ce que Franck vient de dire, puisque après 3 ans où on a posé les bases et on a mis en place un certain nombre de dispositifs, effectivement, ce recul de connaître la matérialité de notre territoire, on est à ce stade-là aujourd'hui, et donc de mener notre étude de métabolisme urbain, mais qui va bien au-delà de ce qu'elle est censée couvrir, effectivement, connaître l'ensemble des flux de matière et d'énergie, mais connaître les stocks, cette mine urbaine, effectivement, qui du coup est déjà une ressource importante. Et on va aller plus loin en cartographiant l'ensemble des acteurs économiques du territoire, cartographiant l'ensemble des fonciers disponibles et mobilisables, et du résultat de ces études, pouvoir élaborer une méthodologie et un outil pour une future équipe d'animation territoriale, pour pouvoir créer des synergies, pouvoir identifier donc les points chauds sur le territoire et de pouvoir créer des synergies entre les entreprises, pouvoir installer ou pérenniser des filières locales. Donc c'est complètement dans cette voie qu'on s'oriente pour, en tout cas pour l'année à venir, mais même plus long, parce que c'est des études qui prennent un peu de temps. Frédéric, avant qu'on préparez vos questions, on va donner la parole à la salle ensuite. Je m'inscris complètement aussi dans ce qui vient d'être dit. Si on veut être aussi prospectif, je pense que la combinaison de l'approche économie circulaire avec l'approche biomimétique des villes va être un vrai sujet pour l'avenir. On s'engage là dans un travail avec Bordeaux Métropole, justement pour les aider à faire un référentiel d'aménagement qui s'inspire en fait des solutions fondées sur la nature. Ce que vient de dire Franck, c'est qu'on va avoir besoin d'agilité en fait. Les modèles, ils changent d'un territoire à l'autre. Il va falloir qu'on tienne compte du changement climatique. Il va falloir qu'on puisse vite savoir ce qui fait ressource pour nos territoires et comment capitaliser dessus en fait. Et là, c'est complètement le sujet qu'on va avoir pendant 4 années, où on va essayer de trouver différents modèles qui permettent d'impliquer les acteurs et d'être suffisamment souple dans les approches. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre quelques questions dans la salle. Gérard, oui. C'est juste une petite question pour les étudiants qui sont dans la salle. Quels sont les métiers, en fait, les nouveaux métiers qui se dégagent de cette nouvelle économie circulaire? Alors j'ai retenu le métier d'économiste. Il y a sans doute des nouveaux modèles aussi du point de vue de la recherche, certainement à faire émerger et ensuite à exploiter. Il y a le métier de la gouvernance. Alors, une question, c'est parce qu'on voit qu'il y a des approches purement peut-être privées. L'exemple du Canada là, sur les fermes, sur les toits, c'est sans doute une initiative complètement privée. Par contre, on voit bien que la puissance publique est aussi
en termes de gouvernance, un acteur important pour initier et faire démarrer un peu les processus. Mais à terme, est-ce qu'on imagine en fait des modèles de gouvernance mixte, public-privé, ou est-ce que c'est adapté en fait avec la réalité du territoire sur lequel on est? Alors sur les métiers, je vais peut-être laisser la parole à nos deux enseignants, Stéphane et Franck. Oui, enfin, j'ajouterais des métiers que vous avez déjà signés, c'est beaucoup d'animation. Donc il y a beaucoup d'animation sur le terrain, des traducteurs qui arrivent à parler des langues différentes, de la langue des ingénieurs, la langue des entrepreneurs et la langue, par exemple, des pouvoirs territoriaux. Donc ça, c'est un métier, en fait. C'est un nouveau métier, je pense, qui essaie de traduire et faire le pont entre les différents intérêts dans une mission d'animation territoriale, par exemple. On a essayé de faire un peu une sorte de panorama. Quels sont les emplois qu'offre l'économie circulaire à l'heure actuelle? Et bon, là, c'est un peu biaisé parce que beaucoup de choses qui passent aujourd'hui en économie circulaire, c'est en fait le métier de la gestion de déchets traditionnels. Donc, il y a beaucoup des métiers de col bleu dans les opérations chez les ferrailleurs, la collecte et le traitement de déchets, etc. Donc, si on compte ça là-dedans, c'est les métiers existants dans la gestion de déchets. Dans le futur, il y a la possibilité que... en modèle nord-américain avec une sorte d'automatisation de plein de procédés prennent le dessus. Donc du coup, une sorte d'ubérisation de l'économie circulaire, si vous voulez. Donc dans ce cas-là, c'est pas mal des métiers peu valorisés qui risquent d'émerger. Donc ça, c'est un vrai enjeu, je pense, pour l'économie circulaire. Après, si on arrive à le faire plus en forme le modèle coopératif que je viens de dénoncer, donc intégration des externalités et une intégration de l'intérêt collectif. Là, on pourrait espérer que le métier qui en sorte pour la manipulation des filières soit plus qualitatif, je pense. Et côté métropole, de quelles compétences vous avez besoin, si je peux prolonger la question de Gérard? De quelles compétences? Alors beaucoup, parce que comme on dit pas nombreux, on va s'appuyer effectivement sur, pour mener les différents travaux, on va chercher effectivement des compétences sur tout ce qui est quantification des flux, quantification des stocks, identification des fonciers. Donc là, on va beaucoup chercher des métiers. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'agences de conseil qui se spécialisent pour répondre justement aux attentes de collectivités qui montent de plus en plus sur ces sujets d'économie circulaire, ou en tout cas qui l'intègrent dans leur stratégie de développement économique et développement environnementaux. Après, par rapport à votre remarque sur la gouvernance, je pense que c'est une nouvelle gouvernance territoriale qui est en train de se créer, qui est très inclusive et très positive, parce qu'on sent que l'économie circulaire, c'est à toutes les échelles de la société, des grands groupes aux associations, aux collectivités, institutions et jusqu'à la mobilisation citoyenne. Et ça, c'est un point de vue personnel. Je suis pas certain qu'il soit pertinent d'avoir un chef de file qui vienne effectivement organiser de manière plus clair. Je pense qu'il faut être vraiment dans la coopération. Nous, c'est en tout cas ce qu'on essaie de mettre en œuvre à la métropole et dans la coopération avec les territoires, parce que d'autres territoires constitués bien avant la métropole, effectivement, avaient œuvré en la matière. Et donc, on se rapproche d'eux pour porter justement des politiques communes, ou en tout cas pour mutualiser.